Aujourd'hui, je révolutionne cette chaîne en vous parlant d'un animé révolutionnaire, j'ai nommé Utena, la fillette révolutionnaire. Utena, la fillette révolutionnaire, aussi connue sous le titre Shoujo Kakumei Utena, est un animé de 1997 de 39 épisodes réalisé par Kunihiko Ikuhara, à qui on doit pas mal d'épisodes de Sailor Moon, notamment des saisons 1 et 2, mais aussi d'autres animés un peu particuliers, notamment Sarazanmai qui raconte l'histoire de trois jeunes garçons qui se transforment en kappa et qui, pour délivrer le monde du mal, doivent sortir des billes d'anus de gigantesques monstres. Et je tiens à le dire, Sarazanmai c'est bien. Utena est une adaptation, ici, d'un manga du même nom écrit par Shio Saito. J'ai pas lu le manga et de ce que j'en sais, c'est pas mal différent de l'anime. Donc le résumé qui va suivre n'est pas à prendre en compte pour le manga. Dans Utena, on commence l'anime par un flashback. Un jour, une jeune gamine, qui est une princesse, était déprimée parce que ses parents venaient de mourir. Un prince est alors venu, et avec son odeur de rose, il a réconforté la gamine, en buvant ses larmes, pourquoi pas, et en même temps en lui rappelant que, malgré la solitude, elle ne devait pas perdre sa noblesse du cœur. Bizarrement, tout ça a aidé la gamine à aller mieux, alors que jusqu'alors elle était aux portes du suicide, mais bref, et pour qu'elle ne l'oublie jamais, le prince, avant de la laisser, lui offre une bague. Alors cette bague, qui s'appelle le sceau de la rose, est importante pour la suite, donc retenez-la. Bref, une fois que le prince est parti, Utena n'a plus qu'une idée en tête, devenir elle aussi un prince. Sans transition, on se retrouve maintenant au collège où Utena n'a jamais abandonné cette idée d'être prince. Elle est même considérée par beaucoup de garçons de son école comme un bro, j'ai pas trop d'autres termes pour l'utiliser, et toutes les filles sont en admiration devant elle. 僕は女子嫌だよ汗臭い男子にまみれてバスケやんのはいいじゃん男子みたいなもんだろ天井は失礼なこと言うなよなじゃあなんで学ランなんて着てるわけ王子様だよは僕は守られるお姫様よりかっちょいい王子様になりたいのなんじゃそりゃ Dans le collège d'Utena, il y a aussi le conseil des élèves, qui est composé de Sayonji, Toga, Miki et Juri. Ce conseil a un point commun avec Utena. Ils ont tous un sceau de la rose. Sauf que eux, ils ne l'ont pas eu du prince qu'Utena a rencontré dans son enfance, mais des confins du monde. Qu'est-ce que c'est que les confins du monde? C'est une organisation dont on ne connaît rien et qui envoie des lettres tous les 3 mois pour dire que les gens du conseil doivent se combattre. Mais pourquoi est-ce que les gens du conseil doivent se combattre? Eh bien, c'est simple. Dans ce conseil, il y a un autre personnage que je n'ai pas mentionné qui s'appelle Anti. On ne sait pas grand-chose de Anti, mis à part qu'elle a une épée qui sort de ses boobs et que chaque combat consiste à essayer de voir qui gagne le droit d'être le fiancé d'Anti. Une fois que tu es le fiancé d'Anti, tu gagnes le pouvoir de révolutionner le monde. Et comme toutes les personnes du conseil sont très intéressées par ce pouvoir, eh ben forcément, elles se mettent sur la gueule tout le temps. Utena, au départ, elle est complètement rejetée de ce processus. Bah, faut dire qu'elle est même pas consciente de l'existence de ce processus. Seulement, tout change, puisque, si vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de Sayonji, une personne du conseil, qui est au passage mon personnage préféré. Bref, Sayonji, un jour, a fait quelque chose qu'Utena n'a pas bien avalé, à savoir qu'il a humilié publiquement sa meilleure amie Wakaba, tout simplement parce que cette dernière était amoureuse de lui. Utena vient d'abord défier Sayonji, en partant du principe que comme il est le chef du club de kendo, le battre à son propre jeu. Seulement, Sayonji comprend mal les intentions d'Utena étant donné qu'elle a un sceau de la rose. Il part du principe qu'elle veut le battre pour avoir la fiancée de la rose. D'ailleurs, Sayonji est montré comme n'étant pas très très gentil avec cette jeune demoiselle. Bref, je vous spoil la finalité du premier combat, mais Utena se retrouve à gagner ce combat. Et donc à être la fiancée de la rose, et donc à avoir le pouvoir de révolutionner le monde, qu'elle va devoir essayer de conserver de toutes ses forces, parce que toutes les personnes du conseil des élèves en ont après elle, parce qu'ils veulent tous ce pouvoir, pour X ou Y raison, que je ne spoilerai pas. Pourquoi je ne la spoilerai pas? Parce que Utena, ça vaut le détour. Là, je vous ai même pas fait un résumé du premier épisode. Et vraiment, si vous avez l'occasion de regarder cet animé, faites-le. Et d'ailleurs, je tiens à vous prévenir, mais cette vidéo théorie d'Utena va vraiment beaucoup spoiler, donc j'insiste, si vous n'avez pas vu l'animé, allez le voir, puis revenez ici, pour qu'on puisse parler de mes théories ensemble. Aussi, autre point, je le précise à chaque fois en description, mais là je tiens à le faire dans la vidéo elle-même,
c'est purement subjectif. Toutes ces théories ne sont que mon avis. À aucun moment je ne dis avoir la vérité sur l'anime, parce que il y a autant de manières de percevoir un anime que de personnes pour le regarder. Pour la première théorie, j'aimerais expliquer pourquoi, selon moi, un prince dans Utena, c'est un homme qui se prostitue. Pour ce faire, je vais aborder les trois princes qu'on voit dans la série, à savoir Dios, Akio et Toga. Dans le présent de l'anime, on rencontre jamais Dios, parce qu'à ce stade-là de la série, il n'existe plus. Seulement, dans le flashback qu'on voit de lui dans l'épisode 34, il y a un premier point que j'aimerais souligner, c'est que on le retrouve allongé sur du foin. Alors dit comme ça peut paraître totalement anecdotique. Le problème, c'est qu'il y a d'autres moments dans Utena où le foin est montré comme un endroit où les rapports sexuels peuvent avoir lieu, notamment dans l'épisode 18 où dans le film que Tsuwabuki regarde, on a ce plan qui montre une femme et un mec allongés sur du foin sur le point de make-out. Aussi, Dios nous est présenté un peu dénudé et il est censé être blessé. Le problème c'est que ce qu'on voit de lui, c'est une respiration haletante et un corps à moitié dénudé et au final aucune blessure. Pour moi, ça montre peut-être un épuisement dû aux trop nombreux rapports sexuels qu'il a eu. J'aimerais rajouter à ça le fait que Dios est présenté comme devant sauver des princesses, mais que la majorité des femmes qu'on voit dans cette scène aller le chercher sont des femmes adultes. Pour continuer sur ce flashback, quand Anti subit la colère des gens car elle n'autorise plus personne à approcher Dios, on a du coup la scène des 1000 épées qui transpercent son corps. Et même si la scène est très terre-à-terre sur le fait que Anti se prend en effet des coups de lame dans le corps, j'aimerais quand même ajouter une nuance. Dans l'épisode 37 et dans les autres épisodes où on parle de la souffrance de Anti par rapport à ce traumatisme des 1000 épées qu'elle doit subir, la majorité du temps, elles sont ramenées à un rapport sexuel. Et je trouve que l'exemple parfait du coup est dans l'épisode 37 où on la voit subir entre grosses guillemets la souffrance des 1000 épées alors qu'elle est dans la voiture de Akio qui pendant cet arc est présentée comme lieu où les personnages ont des rapports sexuels et où on ne voit aucune épée mis à part dans ce seul plan qui peut carrément être considéré comme figuré ou alors dans l'esprit de Akio et où l'état dans lequel est Anti a l'air de montrer plus de souffrance sexuelle que de souffrance physique puisque elle ne fait que gémir dans la voiture. Pour continuer sur ma lancée, on peut parler aussi de Akio qui est pendant toute la série présenté comme un personnage qui passe son temps à avoir des rapports sexuels avec tous les personnages féminins qu'on nous présente. 姫宮やばいよ。マジだよ、お楽しみ中だよ。邪魔しないうちに帰ろう帰ろう。 La seule exception étant Nanami, qui déjà de 1, elle a son propre prince, Toga, et de 2, comme elle a bien vu clair dans son jeu, elle n'a aucune confiance en ce prince. On a aussi la présence des séances photos avec Toga, dans lesquelles les deux personnages se dénudent de plus en plus au fur et à mesure que les photos sont prises. Pour Toga, c'est montré de manière beaucoup plus terre-à-terre. Je vais m'appuyer cette fois-ci sur le film Utena, la fillette révolutionnaire, l'apocalypse de l'adolescence, dans lequel il est très clairement montré et dit que Toga a été vendu et qu'il subit des rapports sexuels. 子供の頃、父親の言いつけで髪を伸ばした。それは相手の好みだった。相手。今の父親さ。俺は売り飛ばされたんだ。 Si l'on reste dans la série, Toga est un personnage qui se considère au service des femmes. フェミニストだからな。 Et aussi, qu'est-ce que d'autre fait Toga dans la série? Il a des rapports sexuels avec beaucoup de personnages féminins. Pour finir sur ce point-là, j'aimerais parler de la tenue. Toga, Akio et Dios sont habillés en prince quand ils ont des rapports sexuels. Et je trouve que c'est encore plus intéressant sur le point de Toga, puisque Toga, la majorité du temps, dans l'anime, porte sa tenue de directeur, mais quand il est dans le moment où il a des rapports sexuels, se retrouve avec cette tenue de prince. En bonus, j'aimerais parler de la scène d'intro du jeu Sega Saturn, Shoujo Kakumei Utena Itsuka Kakumei Sareru Monogatari. Dans ce jeu de drague que je n'ai pas pu tester parce que mon ordinateur refuse de le faire fonctionner, j'aimerais noter quelque chose sur la scène du générique. Dans le générique, on a le droit aux trois personnages masculins principaux apparaître à l'écran, suivi après d'une scène où Toga et Akio se déshabillent devant nous. Et le seul qui n'est pas autorisé à se déshabiller devant nous, c'est Sayonji. Mais pour rester sur cette théorie, je trouve que ça quand même intéressant déjà de 1, que les deux seuls personnages qu'on nous autorise à dénuder sont les princes, donc ceux qui se mettent au service des personnes, de 2, que ce sont ces deux princes qui cachent Sayonji. Pour cette deuxième théorie, j'aimerais vous expliquer pourquoi, selon moi, tout le monde s'en sort à la fin de l'anime. Pas vraiment de manière physique comme le font Utena et Anchi, mais vous expliquer pourquoi, selon moi, ils sont tous en passe de réussir à se libérer du contrôle d'Otori. Pour ce faire, je vais analyser la dernière scène de l'anime où on nous présente un peu l'épilogue de tous les personnages. 今のタイミングいいね。はい。
来学期から僕の仕事を補佐してもらうから。専攻科目を増やしたんだって。遊びで遅れた分を取り戻すのさ。遊びね。お茶が入ったわ。ありがとう。すぐ行く。次。あいい天気よね。わーかっぱー大親友の私への誕生日プレゼントはもう用意したかね。あれからまだいくらも過ぎてないのに、みんな彼女のことをすっかり忘れているようだね。やはり彼女には革命は起こせなかった。消えてしまった彼女はこの世界ではただの落ちこぼれだったんだ。バラの刻印の掟は一からやり直しだ。よろしく頼むよ、アンシあなたには何が起こったかもわからないんですね。え？もういいんです。あなたはこの居心地のいい棺の中でいつまでも王子様ごっこしていてください。でも私は行かなきゃ。行く？どこへ？あの人は消えてなんかいない。あなたの世界からいなくなっただけ。何を言ってるんだ。ちょっと待って。アンシさよなら。Pour moi, il est clair que Sayonji finit par s'en sortir, parce qu'il se trouve des nouveaux centres d'intérêt pour rattraper le temps perdu. Et en plus, Sayonji, tout comme Utena et Anti, est un des seuls personnages qui a réussi à fuir Otori, puisqu'il est parti de l'académie pendant le premier arc. Nanami, quant à elle, déjà, comme je l'ai dit plus tôt, voit clair dans le jeu d'Akio, mais aussi devient un nouveau personnage. On pourrait apparenter le développement de Nanami à un fait qu'elle se transforme en Wakaba. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans le générique du jeu Sega, oui encore lui, Nanami et Wakaba sont montrés côte à côte, alors que de tout l'anime, elles n'ont jamais interagi ensemble. On peut d'ailleurs créer un lien avec l'évolution des deux personnages. Nanami utilise le même service AT que Wakaba utilisait dans l'épisode 21, et aussi le dialogue que Nanami a dans l'épisode 32 sur le fait qu'elle n'est rien est quasi similaire à celui que Wakaba a dans l'épisode 21 sur sa propre situation. D'ailleurs, il est clair qu'après cet épisode 32, la relation que Nanami a avec Utena change totalement, et se rapproche beaucoup plus de la relation que Utena a avec Wakaba, puisque déjà les disputes entre Utena et Nanami, qui étaient pendant quasiment toute la série des disputes où une avait l'ascendant sur l'autre, on passe maintenant de disputes d'égal à égal, où même Utena peut des fois se permettre certaines blagues. 私は真面目に言ってるのよ。あんたはおせっかいすぎるのよ。バカなのよ。君だっておせっかいで僕に忠告してくれてるんだろ。 D'ailleurs, Nanami est beaucoup moins dans le jugement, et plus là pour conseiller Utena, ce que Wakaba fait déjà pendant la série, et surtout dans l'épisode 12, où il y a carrément tout ce moment où elle lui explique à quel point cette version qu'elle est en train de lui présenter n'est pas du tout la Utena qu'elle connaît. Ensuite, Juri sort de son statut de victime de ses sentiments. Elle s'intéresse à Utena, comme montré dans l'épisode 37, là aussi. 私にも君の写真をくれないか。どうするんです？新しく買ったペンダントに入れようかと思って。 Mais aussi, on nous montre qu'elle a pardonné Shiori, et qu'elle peut même maintenant se permettre d'avoir un lien d'égal à égal dans un combat d'escrime avec elle. Mais j'aimerais quand même apporter une nuance sur ce point, parce que je pars du principe qu'un combat d'escrime, ben ça finit quand même par créer une hiérarchie d'une personne à une autre à la fin du combat, puisqu'il y a un gagnant et un perdant. Et j'ai l'impression que finalement, Juri, en autorisant Shiori à revenir dans sa vie de cette manière, ben se foire un petit peu, et j'ai l'impression vraiment que ce que je suis en train de dire est confirmé dans le film, où Juri retombe complètement dans le rapport de force qu'elle avait originellement avec Shiori, à savoir qu'elle était victime de ses sentiments. Wakaba ici devient la nouvelle Utena. Je trouve que la scène le montre déjà très bien, mais je trouve quand même ça intéressant de mettre ça en lien avec l'épisode 21, où justement Wakaba avait tout ce dialogue sur le fait qu'elle n'était rien comparé à Utena. お前もその女も生徒会の連中もみんな私を見下してるんだ。何の苦労もなく持って生まれた力を誇ってな。だからお前たちはみんな平然とウタラ様どう踏みつけにできるんだ。
qui montre que ce sentiment de n'être rien a finalement évolué en quelque chose de meilleur. D'ailleurs, je me pose la question si Tatsuya n'est pas censé être la nouvelle fiancée de la Rose. Je m'explique. Tatsuya est pendant tout l'anime présenté comme étant le prince des oignons. C'est un surnom que Wakaba lui donnait quand ils étaient jeunes parce que elle était traitée d'oignon et donc elle disait bah je suis un oignon et voilà le prince des oignons. Vu que dans l'anime on avait beaucoup le trio Utena, Anchi, Wakaba, je me demande du coup avec cette dernière scène et si les duels avaient continué, est-ce que du coup on aurait eu le duo Wakaba-Tatsuya avec cette nouvelle meilleure amie dont on ne connaît pas le nom. Dans la scène de Miki, on montre que Miki fait une passation de pouvoir. Il donne sa place au conseil des élèves à Tsuabuki, il lui donne le fameux chronomètre que Miki utilise pendant tout l'anime. Et je me demande si, avec cette passation, est-ce qu'en même temps, il lui donnerait pas la passation du traumatisme de la nostalgie. Miki et Tsuabuki sont deux personnages qui ont, selon moi, beaucoup en commun. Les deux sont nostalgiques d'une période qui n'a jamais existé. Miki est marqué par une époque où il pensait que sa sœur était une prodige du piano, ce qui s'avère faux notamment par les dialogues de sa sœur. 弾くときはいつも兄貴と一緒に弾いてたからさ。小さい時はよく間違えられたわ。私までピアノがうまいって。兄貴は天才だからさ、私がデタラメに弾いてもちゃんとフォローしてくれるんだよね。でもコンサートっていうか発表会の時、兄貴が熱出して寝込んじゃったから全ておじゃんよ。一人じゃ何もできないのがバレバレってやつね。Et Tsuabuki est nostalgique d'une époque où il pense qu'il peut protéger Nanami. D'ailleurs, un détail que je trouve intéressant dans l'épisode 6, c'est que le flashback de Tsuabuki est déjà un souvenir faussé par le temps. Je pense que, techniquement parlant, c'est un problème lié au fait qu'il n'avait pas assez de budget, mais la scène de l'attaque de l'animal dans le présent et la scène de l'attaque de l'animal dans le passé montrent toutes les deux des personnages similaires. Pour moi, les seuls deux personnages qui ne s'en sortent pas à la fin sont les deux princes de la série, Toga et Akio. Les deux restent enfermés dans le cycle de la révolution. Toga se questionne sur pourquoi Sayonji s'essaye à des nouvelles choses, et on voit Akio préparer un nouveau cycle de la révolution. Et pour cette dernière théorie, j'aimerais vous expliquer pourquoi, selon moi, le film est une suite. Pour commencer, je trouve que le design des personnages est une continuité des designs qu'on avait dans la série. Anchi, qui pendant toute la série avait des cheveux courts et bouclés, et qui à la fin de la série lâche ses cheveux pour qu'ils deviennent longs et toujours bouclés, a maintenant des cheveux longs et lisses. Ce qui selon moi montrait à la base déjà une évolution du personnage, qu'elle lâche ses cheveux au moment où elle quitte Akio. Bah ici, avec le fait qu'il soit lisse, ça montre selon moi qu'elle n'est plus du tout sous le contrôle de Akio. Mis à part elle, tous les personnages, et quand je dis tous, c'est tous, ont des cheveux qui ont poussé, qui montrent selon moi que du temps a passé depuis la fin de la série. On pourrait alors me dire pourquoi tous les personnages ont l'air d'avoir oublié pas mal d'infos. Et à ça, je répondrais que déjà dans la série, c'est montré qu'une fois qu'une personne part d'Otori, elle disparaît des mémoires. C'est clairement montré à la fin de la série avec Utena. Et là encore, dans le film, c'est montré que quand on quitte Otori, on perd en effet la mémoire. Il y a un dialogue de Sayonji qui le montre bien au moment du film où Utena et Anchi sont en train de fuir l'école. Et aussi, il y a cette remarque de Utena dans la scène du confessionnal avec Toga, où elle parle du fait qu'elle avait oublié ses bribes du passé. D'ailleurs, en parlant d'oubli, on retrouve encore dans ce film l'histoire du prince oublié. Pour les gens qui ont aussi oublié ce qu'est l'histoire du prince oublié, je vais vous laisser Juri vous la raconter. あの少年の名前忘れてしまったの。あの少年？昔私の姉さんがまだ幼い頃、川で溺れそうになったことがあってね。その時姉さんを助けようとして川に飛び込んだ少年がいたんだ。それで姉さんは運よく近くにいた大人の人に助けられたんだけど、姉さんを助けようと川に飛び込んだその少年の方は流されてしまったんだ。その子死んじゃったの？その少年の名前を姉さんはすぐに忘れてしまって、冷たい人だなと思ったんだけど、今思い返そうとしてみたら私もいつの間にか忘れてしまっている。ねえ、どうして今そんな話を？
Dans la série, cette histoire est racontée au moment où Utena risque peut-être de mourir pendant son combat final avec Akio. L'utilité derrière est de montrer que un prince qui meurt en n'ayant rien fait est un prince oublié. Dans le film, cette histoire est reprise pour parler de Toga, puisqu'on apprend que c'est lui le prince oublié de l'histoire de Juri. D'ailleurs, un détail que je trouve intéressant dans l'anime, c'est que la seule personne qui confronte Juri par rapport à cette histoire, c'est la sœur de Toga, c'est Nanami. Aussi, les thèmes de la série restent inchangés dans le film. Le confessionnal, montré pendant l'arc de la Rose Noire, sert toujours au personnage à se souvenir des douleurs enfuies en elle. Et il y a aussi la voiture, quelque chose qui est introduit dans le troisième arc de la série, l'arc de l'Apocalypse, et dans laquelle Akio, qui conduit la voiture, contrôle le passage à l'âge adulte des personnages. Bah ici, on le retrouve encore. La voiture représente toujours le passage à l'âge adulte, et la clé de la voiture représente le but derrière ce passage. C'est d'ailleurs pour ça que, une fois que Utena se transforme en voiture, avant que Anti mette la clé dans la voiture, cette dernière est en train de rouiller, parce que on ne peut pas passer à l'âge adulte sans but. C'est d'ailleurs pour ça que la voiture de Shiori se fait envoyer dans le décor gratuitement et que la voiture de Kozue reste dans le garage. Une autre voiture qu'on voit dans le film, c'est celle de Wakaba. Et celle de Wakaba a pardon pour la prononciation, le Shoshinsha Mark. Fun fact, cette marque peut aussi s'appeler la Wakaba Mark. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un peu l'équivalent du A dans les voitures françaises. C'est le signe pour dire que tu es un jeune conducteur. On peut donc voir dans le fait de mettre cette marque sur la voiture de Wakaba que, comme je le disais par rapport à la série où Wakaba devient Utena et donc est en passe de partir de Otori, ici aussi, elle est en passe de devenir adulte, puisqu'en ayant cette marque, elle montre qu'elle est sur la bonne voie pour quitter l'Académie Otori. Un détail que je trouve intéressant aussi, c'est que, alors que dans la série, c'est Utena qui sauve Wakaba, notamment dans l'arc de la Rose Noire, où elle la sauve de Mikage, dans le film, c'est Wakaba qui sauve Utena, puisque c'est un moment où toutes les deux sont des voitures, de l'Académie Otori. Et pour terminer sur tout ça, on peut remarquer aussi que Akio n'a plus de but. Dans la série, ce qui aidait Akio à avoir un but, c'était la présence de Hanti. Et sans la présence de Hanti, Akio n'a plus ses clés de voiture, ce qui pour moi représente le but, et donc sans but, ne peut plus conduire de voiture, ce qui du coup le pousse à sa perte. Voilà, c'était mes théories sur Utena. Si vous avez des arguments ou des contre-arguments par rapport à mes théories, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez vos propres théories, laissez-les aussi en commentaire, ça serait sympa d'en discuter. Et moi je vous laisse avec ce mot de la fin, Zeta Yunmei Mokushiroku. 絶対運命目視録